Voilà, nous sommes de retour pour ce cours sur la Torah de Moïse, consacré aujourd'hui donc aux plus anciens manuscrits du Pentateuque, de la Torah. Et donc on a discuté sur l'existence d'une part de fragments sur lesquels on aurait la fin d'un livre, le début d'un autre, fin de la Genèse, début de l'Exode, fin du Lévitique, début des Nombres, et la copie en paléo-hébreu, avec d'autres rouleaux, notamment 4Q46, 4Q12, qui pourraient remonter jusqu'au 4e, voire 5e siècle avant notre ère. Alors, euh, euh, si on fait le bilan, donc, outre la copie sur un même rouleau, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est de comparer le texte avec celui qu'on connaît. Hein. On a vu déjà tout à l'heure des petites variantes. Là, vous avez Ellé et vous n'avez pas Vé-Ellé. Alors que dans le texte massorétique, au début de l'Exode, vous avez la conjonction Vav. Voilà. Donc là, on dit, ah, on a un texte légèrement différent de celui qu'on connaît. Donc on a vu la dernière fois qu'il y avait trois grandes recensions qu'on connaît, dont on a hérité, texte massorétique, Pentateuque samaritain et Septante. Et donc la question c'est, parmi ces rouleaux de la mer Morte, est-ce qu'on retrouve ces trois grandes recensions? Si oui, à quelle proportion? Et est-ce qu'on a d'autres recensions? Alors, grosso modo, sur la centaine de rouleaux de la mer Morte qui correspondent au Pentateuque, euh, on a fait une liste. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, Emmanuel Tov, Armin Lange, et donc, voilà, si on prend les manuscrits les uns après les autres, en regardant à chaque fois, pour chaque manuscrit, est-ce que c'est plutôt texte massorétique, plutôt ceci, etc., etc. Donc, on a fait une classification, et donc, je vais vous donner donc cette classification euh, pour libeller les recensions. Ça a pas mal évolué avec le temps, hein, mais on va dire, on va avoir une, ah, pardon, on va d'abord avoir une recension qu'on appelle, pourquoi ça marche pas? Ah oui, ça, qu'on va avoir semi-massorétique, d'accord? Parfois, on l'appelle aussi pré-massorétique, c'est-à-dire, on se dit, ah oui, c'est proche du texte massorétique, il y a des différences avec le texte massorétique. Lorsqu'il y a des différences avec le texte massorétique, on suppose que là, on a un texte légèrement antérieur. Vous voyez, on a un texte antérieur au texte massorétique, mais on est en voie, voilà, on est presque au texte massorétique. Voilà. Et là, donc, il y aurait deux rouleaux arrangés dans cette catégorie, 4Q1 et 4Q11. 4Q11, c'est celui qu'on a vu, voilà, qui seraient donc des rouleaux semi-massorétiques. Bon. Ensuite, il y a une recension qu'on appelle proto-massorétique. D'accord? Cette recension proto-massorétique, c'est en fait le texte que vous avez sous les yeux, c'est le même que celui que vous avez dans le texte massorétique. Alors vous me dites pourquoi on dit proto-massorétique et pas massorétique tout court, puisque c'est le même texte. Parce que techniquement, la recension massorétique, c'est l'ensemble du travail des massorètes, et les massorètes, c'est pas simplement un texte consonantique, c'est aussi des voyelles et la cantillation. Or là, vous n'avez pas les patards, les kamets, les machins, etc. Vous n'avez pas les chevals, les atnars, les sofpasouk. Vous n'avez pas tout ça. Toute la cantillation massorétique, vous ne l'avez pas. Donc on ne peut pas parler de texte massorétique à proprement parler, stricto sensu, mais c'est de dire que le squelette consonantique que vous avez sous les yeux, c'est le même que celui qui a servi de base au travail des massorètes. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le texte proto-massorétique. Donc vous avez des rouleaux où ce que vous avez sous les yeux, c'est le même texte que celui que les massorètes avaient sous les yeux quand ils ont ajouté les points voyelles. Voilà, ce qu'on appelle le texte proto-massorétique. Là, il y en a 10. Ensuite, il y a la recension pré-samaritaine. Donc, on a des manuscrits où vous avez, à peu de choses près, le Pentateuque samaritain.
Alors, pas tout à fait. On n'a pas trouvé de rouleau. Vous avez exactement à la virgule près. Il n'y a pas de virgule, mais on va dire à la lettre près le Pentateuque samaritain. Là, il n'y a pas de le problème entre pré et proto, parce que dans le texte samaritain, vous n'avez pas de vocalisation, hein. Le texte samaritain, il n'y a pas de cantillation, il n'y a pas de machin. Vous avez que le texte consonantique. Donc, c'est à peu près le même texte consonantique. On aurait pu dire semi-samaritain. Bon, je sais pas, c'est pareil. C'est pas moi qui ai inventé ces termes, hein, donc je vous les donne. Bon, je vous dis. Voilà. Et là, il y a deux manuscrits qui correspondent au texte, à peu de choses près au texte samaritain. Donc on pourrait qualifier de semi-samaritain ou de pré-samaritain. Alors deux et non pas trois, je précise parce que si vous regardez l'inventaire qui est fait par Armin Lange, c'est les gros bouquins Textual History of the Bible, vous voyez, c'est des gros volumes là qu'il a fait avec Ibn Deltov. Il en met trois parce que dedans il compte un manuscrit qui est en fait un faux. Il faut exclure X dot, là ce qu'on appelle X dot. C'est un manuscrit, c'est le fameux manuscrit Argrisim publié par Charles Worth. Je peux vous le montrer parce qu'il faut quand même que vous soyez conscient de ça, parce que ces histoires de faux manuscrits, ça contamine notamment les études scientifiques, les encyclopédies, les ouvrages de référence, les machins, et tout le monde, c'est même dans les bases de données, dans Accordance, vous l'avez, vous tapez, vous dites ah j'ai une occurrence de ça, machin, etc., etc. Donc, je préfère que vous soyez au courant tout de suite. Euh, euh, je vais vous montrer, on doit le trouver facilement sur Internet. Si je tape X2, là vous avez un truc qui a été publié par quelqu'un. Ah bah c'est dans la bibliothèque de Qumran. Ah bah c'est un truc que j'ai édité. Mais bon, c'est pas, je pensais pas vous montrer ça, mais bon, je voulais montrer une photo en fait. Là c'est l'édition. Dans la bibliothèque de Qumran, vous l'avez. Ah, ça renvoie à moi. Pourquoi j'ai pas de. Alors attendez, je vais l'écrire autrement. Je vais peut-être trouver ça. Non. Rare grisime. Je vais essayer de voir des photos de ce fragment. Bon, attendez, je vais le chercher dans mon ordinateur. Je vais le trouver, je pense. Non, on l'a publié dans Semitica. Zut. Qui a écrit un article là-dessus assez tôt? On avait même joint un article. Ah oui, il est. Alors attendez. Euh, Ça va être un peu. Bon, je vais peut-être pas perdre trop de temps avec ça. Je voulais vous montrer. C'était avant ça, je pense. Non, c'est pas le 57. Non, c'est pas le 56 non plus. 2013. Je suis en train de revoir. Je me souviens parce qu'il y a Christophe Nian qui avait écrit un article sur ce fragment euh, avant qu'on se rende compte que ce soit un faux en fait. Donc, ah si c'est peut-être là. Attends, 54. Oui, c'est ça. Page 185. Je vais vous montrer ça. Il faut aller chercher la page 185. 185. Là, je devrais pouvoir vous trouver une photo. Non, il n'y a pas de photo. Ah, il y a quand même une photo quand même de ce fragment. Mince. Ah si, là voilà. Donc vous avez une photo de ce fragment. Euh, et donc,
qui s'est retrouvé sur le marché des antiquités, qui a été publié par James Charlesworth, qui a été acheté par des collectionneurs privés américains, je crois. Donc, si c'est pas les gens de Azusa, oui, c'est ça, Azusa Pacific University. Euh, et donc, c'est un, et donc un fragment qui a beaucoup fait parler de lui parce que vous avez la mention ici, vous avez Behar Grizim sur le mont Garizim. Et donc, on sait que le mont Garizim, c'est là où les Samaritains avaient leur sanctuaire, et c'est censé être un fragment du Deutéronome. Justement, on va avoir le texte, j'imagine, quelque part. Voilà, ici. Et on vous dit, lorsque vous aurez traversé le Jourdain, vous établirez ce jour sur le mont Garizim, et tu enduiras, etc., des pierres, etc., etc. Et donc, on comprend que, en fait, ce fragment est un fragment d'un passage du Deutéronome 27, versets 4 à 6. Sauf que quand vous regardez le Deutéronome 27, verset 4 à 6, ici, vous avez le passage ici. Voilà, quand vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez ces pierres suivant l'ordre que je vous donne aujourd'hui sur le mont Ébal. Et tu les enduiras de chaux. Et tu bâtiras là un autel au Seigneur, etc. Et donc, ce passage-là du Deutéronome euh, a été critiqué en disant, d'ailleurs vous avez même une petite note là, je vois dans la BHS, on vous dit, regardez en bas, on dit lire, hein, L ça veut dire lire, Ke, Koum avec, le petit zigouigouis c'est Pentateuque samaritain, lire avec le Pentateuque samaritain, Béar Grizim. CF confère, voir des manuscrits samaritains où vous avez Béar Grizim en un seul mot, avec ou sans iode, et aussi une version samaritaine, une sorte de Septante samaritaine, une version grecque du Pentateuque samaritain, Argarizim, et la recension lucianique latine Garizim. Donc en disant, en fait, voilà, en fait ici, normalement, on devrait avoir le mont Garizim, parce que on ne va pas dresser un autel sur le mont Ébal. Le mont Ébal, vous avez 6 tribus sur le mont Garizim, 6 tribus sur le mont Ébal. Vous avez une cérémonie, on maudit le mont Ébal, on bénit le mont Garizim. D'accord? C'est ce que vous lisez. Lisez les chapitres là du Deutéronome. Normalement, vous êtes des grands, vous devrez connaître déjà tout ça, mais si ce n'est pas le cas, rafraîchissez-vous la mémoire. Et donc, à un moment donné, on ne comprend pas, c'est incohérent. On se dit, attendez, on a une cérémonie, vous avez 6 tribus sur le mont Garizim, on prononce la bénédiction sur le mont Garizim, la bénédiction sur le mont Ébal, et là, on nous dit qu'il faut construire un hôtel sur le mont Ébal. Non, non, on ne va pas construire un hôtel sur le mont Ébal, on va construire sur le mont Garizim. Et donc, on avait dans l'idée qu'en fait, le texte primitivement disait que c'était sur le mont Garizim qu'il fallait construire un hôtel, et qu'à un moment donné, des gens opposés, quand il y avait cette guerre entre Judéens et Samaritains, ah, quoi, la Bible légitimerait l'existence d'un sanctuaire sur le mont Garizim. Les Samaritains, bah, regardez, Deutéronome 27, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est Dieu qui a dit qu'il fallait faire un sanctuaire. Nous, on a une légitimité, alors que vous, à Jérusalem, c'est marqué où dans la Torah que nulle part, Jérusalem n'apparaît pas dans le Pentateuque. Donc, vous, les Juifs, vous avez tort. Bon, voilà. Donc, et on imagine très bien qu'à cette époque-là, des Judéens aient dit on va remplacer Garizim par Ébal pour dire voyez, ah, quelle horreur, ils ont construit un sanctuaire sur le mont Ébal alors que le mont Ébal est maudit et donc il ne faut pas. Bon. Et donc il y avait cette polémique, et là, hop, en pleine polémique sur quel est le texte primitif, on voit apparaître comme ça un fragment sorti de nulle part, enfin vendu par William Cando, le fils de l'antiquaire qui vendait tous les fragments, etc., en disant regardez, il y a un beau fragment avec le mont marqué le mont Garizim à cet endroit-là, là où ça tombe bien. Donc, quand ce fragment est apparu, c'était l'effervescence, tout le monde est allé de son article. Donc, même dans Sémitica, parce que je suis éditeur de Sémitica, donc Christophe Nian, un collègue prof d'Ancien Testament, qui était en Suisse à l'époque, maintenant il est en Allemagne, je crois, voilà, il écrit lui aussi un article, etc., etc. Et moi, à l'époque, j'ai dit, attendez, vous êtes sûr qu'il est authentique, ce fragment? Bon, en fait, c'est un faux, voilà. Donc, c'est un faussaire qui a extorqué, il a vendu comme ça plusieurs fragments à des Américains, des faux fragments de manuscrits de la mer Morte. Bon. Donc le problème, c'est que moi j'ai dit ça. Au début, j'étais le seul à dire que c'était des faux. Tout le monde disait ah Langlois, quel rabat-joie, etc., etc. Bon voilà. Et puis finalement, ils ont fait des thèses, ils ont fait du carbone 14, ils ont fait des machins, des trucs, je sais pas quoi. Enfin bref, bon voilà. Et puis finalement, ils disent ah bah en fait Langlois il a raison. Bon. Donc c'était moche pour eux. Hein. Je suis triste que ces gens-là aient acheté des faux manuscrits. Mais bon, après, les collectionneurs privés, c'est tant pis pour eux, hein, c'est leur argent, ça leur apprendra aussi à acheter des trucs qui viennent du marché des antiquités. Hein. C'est quand même du pillage, c'est quand même des sites archéologiques qui sont pillés, donc c'est pas exactement, d'un point de vue éthique, c'est pas forcément idéal.
Mais surtout, ce qui m'embête le plus, c'est que du coup, toutes ces données-là, tous ces manuscrits-là se retrouvent inventoriés, indexés, etc., etc. Et les gens les citent dans des publications scientifiques. Donc vous allez trouver, quand vous allez faire votre travail sur le Pentateuque, le machin, vous verrez une référence, vous verrez des références à ces fragments-là, des gens disent ah c'est très intéressant, on a trouvé ça, ça prouve que dans la paracritique vous avez trouvé ça, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, chez Armin Lange, vous avez dans ses statistiques, il vous dit le nombre de manuscrits de la recension pré-samaritaine, il vous dit il y en a 3 des rouleaux de la mer Morte qui ont un texte qui concorde avec la recension samaritaine. Il vous dit il y en a 3. Et moi je dis en fait non, il n'y en a que 2. Bon voilà, donc c'est triste. Évidemment Armin Lange est au courant de que c'est un faux. Enfin je veux dire, je le connais, hein, mais le problème c'est que quand vous avez des gros ouvrages de référence qui sont imprimés, machin, on peut espérer que dans une réimpression ou une future édition ils corrigent tout ça. Mais bon voilà, en attendant c'est quand même voilà, c'est dramatique. Bon. Donc je reviens sur ces recensions. Donc elle est quand même attestée, cette recension samaritaine, par deux manuscrits, peut-être pas 3, mais quand même 2 quand même. Bon. Ensuite, il y a des manuscrits qui sont proches à la fois du texte massorétique et du Pentateuque samaritain. Et là, il y en a 11. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez des manuscrits qui sont à chaque fois, il faut bien vous imaginer qu'à chaque fois c'est très fragmentaire. Et vous tombez sur un passage où le texte massorétique et le Pentateuque samaritain concordent. Et où la version grecque, les Septante, disent autre chose. Et là, vous allez avoir un fragment qui dit moi, je me range de l'avis, ce fragment est proche du texte massorétique et du Pentateuque samaritain, parce que c'est des passages où les deux sont d'accord. Il n'y a pas des différences à tous les versets non plus. Hein. Voilà, il y a des versets où il y a le même texte, contre la version grecque des Septante. Et là, vous avez 11 manuscrits qui sont dans ce cas-là. D'accord ? Ensuite, vous avez des manuscrits qui sont proches des Septante. Où là, très clairement, on dit ah oui, on reconnaît bien. Là, c'est très clairement le texte en hébreu qui est celui que le traducteur grec avait sous les yeux, finalement. Donc, 4Q26 et 4Q44. Donc, ce ne sont pas des manuscrits de la Septante en tant que tel. Ce n'est pas des manuscrits grecs, c'est des manuscrits en hébreu. Donc, on ne peut pas dire que c'est un manuscrit de la Septante. C'est un manuscrit grec, mais qui est une recension à l'origine de la Septante. On pourrait dire, voilà, je ne sais pas comment dire, lourd texte, on pourrait appeler ça Our Septante, je ne sais pas, un truc comme ça. Bon, il y en a 2. Ensuite, vous avez des manuscrits qu'on appelle non alignés, non-aligned, et là, vous en avez 21. Ah, c'est beaucoup d'un coup. Alors, non aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ni texte massorétique, ni Pentateuque samaritain, ni Septante. Ils ne sont pas alignés sur une des 3 grandes recensions qu'on connaissait. Ils ont autre chose. Donc 4 manuscrits du Pentateuque retravaillé. Je vous ai lu tout à l'heure un extrait, là, un des manuscrits où il y avait une ligne et puis le reste, là, c'est un manuscrit qu'on appelle du Rework Pentateuque, là, Rework Pentateuque. On y reviendra sur ce Rework Pentateuque à la prochaine séance. Voilà, donc 21 manuscrits. Il y a des manuscrits qui sont impossibles à classifier car on a un texte commun. C'est un peu le problème qu'on avait tout à l'heure quand je vous disais proche du texte massorétique et du Pentateuque samaritain, les 11. C'est des cas où il y a une différence entre la Septante et le texte massorétique, le Pentateuque samaritain, et là on est aligné avec celui-là contre l'autre. Il y en a d'autres où les 3 grandes recensions disent à peu près la même chose. Il y a des versets dans la Bible où voilà, vous avez la même chose, texte massorétique, Septante, Pentateuque samaritain, il n'y a pas de différence textuelle caractéristique. Et donc, là, dans ces cas-là, si vous avez un manuscrit de Qumran qui lui aussi est d'accord avec là, bon, tout le monde est d'accord, le texte est commun pour tout le monde, il n'y a aucune différence nulle part. Bon, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bon. 38 et non 40, parce que là encore, dans le Armin Lange, il en a ajouté 2 qui sont en fait des faux, qui sont chez un collectionneur norvégien, Skøyen, et bon, voilà, donc en fait c'est des faux manuscrits.
Bon, mais ça ne change pas grand-chose aux statistiques. Mais je vous le signale quand même. Monsieur, Oui? comment est-ce que vous savez vraiment que c'est des faux manuscrits et ensuite comment est-ce que c'est difficile de délier les langues par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui, même avec le prof, ont décidé de ne pas le reconnaître parce que ça enlève quelque chose Alors, est-ce que c'est des faux manuscrits et est-ce que c'est difficile d'en parler, de délier les langues? Alors, comment on fait pour savoir que c'est des faux manuscrits? Moi, comment dire, moi j'ai été confronté au problème des faux manuscrits euh, déjà quand j'ai commencé mon master et ma thèse. J'ai travaillé sur le livre d'Enoch, sur un manuscrit du livre d'Enoch en particulier, mais au départ, voilà, le livre d'Enoch de manière générale à Qumran. Et au moment où je commence à faire mon travail de master et puis ensuite de thèse sur donc je suis en train de faire mon doctorat, il y a un passage du livre d'Enoch qui est compliqué, des fragments, des machins, et là à ce moment-là sort un article scientifique avec un nouveau manuscrit du livre d'Enoch sur papyrus, publié par deux spécialistes israéliens. Et ce passage-là, ce fragment-là recoupe, c'est les mêmes versets que sur le truc sur lequel moi je travaillais sur ma thèse. Et notamment, il y avait deux fragments qui étaient un peu endommagés, l'éditeur avait fait un joint, et moi je dis mais en fait non, etc. Voilà, donc on se posait la question, et on connaissait le texte éthiopien, quel était le texte araméen qui a été traduit comme ça en éthiopien, voilà, donc il y avait une crux, là, une crux comme on dit, il y avait un enjeu vraiment d'interprétation. Et là, pof, apparaît un papyrus sur lequel le texte est clair. Donc voilà, problème résolu. Maintenant, on sait comment c'était en araméen puisqu'on a un nouveau papyrus qui dit ça. Et donc moi, j'étais en train de comparer ce que disait tout le monde, et un tel dit ceci, un tel dit cela, etc. Moi, j'étais un jeune, moi, j'étais étudiant, qu'est-ce que je dis? Bon, voilà, donc j'ai fait l'état de la recherche, tout ça. Donc, le truc, c'est, ben voilà, problème résolu. J'en parle à l'époque à mon directeur de thèse, il y avait des affaires de faux, des antiquités, des fausses antiquités à l'époque. C'était les années 2000. Il y avait l'affaire de l'ossuaire de Jacques, l'affaire de la grenade du temple, de l'inscription de Joas, etc. Enfin bref, donc dans voilà, les histoires de faux. Comment dire, en archéologie, il y a toujours ce problème d'une part de pillage de sites, mais depuis le 19e siècle, hein, on pille des sites et donc on trouve sur le marché des antiquités, hein, et bien sûr des faux puisqu'il y a un marché des antiquités, bon, bah, à défaut de piller d'avoir des vraies antiquités qu'on a pillées sur un site, on va carrément faire des faux. Donc, et bien sûr, des faux bibliques, il y en avait déjà depuis le 19e siècle. Donc, c'est un problème assez classique quand on fait de l'épigraphie, enfin de l'archéologie de manière générale et de l'épigraphie en particulier, on est confronté à des faux. Moi, j'avais posé la question à mon directeur de thèse, mais qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Est-ce qu'il est authentique ou pas? Il m'avait mis en contact avec les Israéliens qui avaient publié ça, donc j'avais rencontré les deux spécialistes israéliens qui avaient publié ce papyrus. Et je leur ai dit, mais vous pensez qu'il est authentique? Ils m'ont dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Il vient de la même famille d'antiquaires, c'est la même boutique. Les antiquaires qui, depuis les années 50, vendent les manuscrits de la mer Morte. Donc voilà, c'est quand même des gens, ils ont pignon sur rue, très fiables. Il y a le stempel, voilà, c'est cachère, tout ça, il n'y a pas de problème. Bon. Voilà, donc c'est pas cachère parce que c'est des Palestiniens, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, moi, à l'époque, bon, du coup, j'en avais parlé dans ma thèse, je ne pouvais pas ne pas en parler, il existe ce papyrus. Mais je dis, il convient d'être prudent. Vous pouvez voir, Bibliothèque de Qumran, volume 1, 2008, c'était XQ, Enoch, machin. Il convient d'être prudent quant à son authenticité. Donc, je mets quand même la petite phrase comme ça, hein, donc, en me disant, bon, c'est quand même un peu bizarre. Et ce papyrus, je le retrouve des années après chez un collectionneur norvégien. Entre-temps, on me dit, en 2012, on me dit, est-ce que tu peux venir travailler? Il y a des manuscrits de Qumran qui sont de collection norvégienne. J'y vais. Je retrouve le fameux papyrus, je dis, ah tiens, je le vois en vrai. Bon. Et puis tout un tas d'autres trucs. Et moi, on me demande de les déchiffrer. Et là, je reconnais une écriture maladroite. Et c'est ça le premier truc qui m'a posé problème. C'est de dire, le scribe, il n'écrit pas très bien. Alors, des gens qui écrivent pas très bien, en épigraphie, on a l'habitude. Sur des jarres, typiquement, sur tous les sites, vous avez des étiquettes, mettez ce que vous avez dedans, ou bien le nom du propriétaire, typiquement, cette jarre, elle m'appartient, attention, c'est mon pinard à moi, n'allez pas me piquer voilà, dans ma cave, mon vin à moi. Bon. Et là, voilà, c'est des gens qui écrivent, vous voyez, comme moi, mon grand-père paysan, qui avait appris à lire et à écrire, mais il écrivait un peu de façon maladroite. Voilà. Bon. C'est pas la même chose d'un script professionnel, une écriture notariale, comme il y avait les écrivains publics, etc. Voilà, des gens qui écrivent avec une belle écriture, etc., qui vont copier des longs rouleaux, c'est leur métier, ils sont là. Bon. Et là, j'avais une écriture assez maladroite. Alors bon, on peut dire, bon, les scripts, il faut bien qu'ils apprennent. On a beaucoup d'exercices de script.
Là, je vais en publier bientôt dans un gros bouquin en hébreu. Bon, voilà. Mais les exercices de scribe, on les fait sur des ostracas, des débris de poterie qui coûtent rien. On ne fait pas des exercices de scribe sur un beau parchemin qui coûte cher. Bon. Et en plus des exercices de scribe, on fait des formules stéréotypées de la vie de tous les jours. On n'écrit pas des textes bibliques. Là, bon, c'est Enoch, vous me direz, mais bon, Enoch, c'est dans la Bible, en tout cas pour ceux qui à l'époque, copiaient le livre d'Enoch. Pour eux, manifestement, Enoch, c'est bon. Donc, tout ça ne collait pas très bien. Et puis j'avais des manuscrits de l'Exode, de machin, tout un tas de fragments qui me paraissaient vraiment bizarres. Et donc, mais évidemment, c'est très compliqué. Vous me dites, est-ce qu'on peut en parler facilement? Non, on peut pas, parce que il y a un collectionneur norvégien qui a dépensé des millions de dollars là-dedans. Bon. Et qui, en plus, me fait venir, me paye mon billet d'avion, mon hôtel, et me dire, bon, c'est gentil, mais en fait, bon, voilà. Donc, j'ai rien dit au début. Je suis retourné un an après, j'ai pris des notes, j'ai regardé, j'ai voulu, il me faudrait des preuves matérielles. Parce que si je dis juste c'est l'écriture qui est maladroite, on va me dire c'est très subjectif, toi tu trouves qu'il écrit mal, mais voilà, c'est moi, je suis encore élitiste, encore un français, etc. Voilà. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, il faut trouver des éléments matériels. Je les ai trouvés sur deux fragments notamment, où on voit que la surface est endommagée, la surface de l'épiderme est partie, et normalement l'encre doit partir également, et sauf que là l'encre elle descend, etc. Donc je vous passe les détails, tout ça ça a été publié, il y a des articles dans les revues scientifiques, je peux vous donner les PDF si vous voulez, ou on peut en parler après le cours, mais voilà, disons grosso modo, j'ai trouvé des éléments vraiment matériels pour dire non, vous voyez, c'est pas juste l'écriture maladroite, il y a vraiment d'autres problèmes. Et là, j'ai réussi à convaincre d'abord mes collègues, j'ai parlé à mes collègues norvégiens, qui eux-mêmes en ont parlé aux collectionneurs, ils ont fait un peu les intermédiaires, ils ont annoncé la mauvaise nouvelle. On a fait des études, d'autres analyses chimiques. Moi, je voyais des choses, même au microscope, qui me paraissaient vraiment louches. On envoyait des fragments à Berlin, ils ont un laboratoire d'analyse des manuscrits, etc. Bon, voilà, donc ils ont dit, ah bah oui, Langlois a raison. Il y en a même certains, moi je voyais des petits cristaux dessus, je dis, qu'est-ce que c'est que ces cristaux? On me dit, c'est du sel. Alors, bon, bah, du sel, c'est normal, c'est la mer morte. Hein. C'est la mer morte, elle est hyper saline. Il y a un tiers de sel dans la mer morte si vous êtes allé. Vous voyez, donc, qui est du sel? Et là, la chimiste me dit non, non, c'est pas juste du sel, c'est du sel de table. C'est-à-dire, c'est la salière. C'est-à-dire, le faussaire s'est dit, puisque c'est censé venir de la mer morte et qu'il y a du sel à la mer morte, il a pris sa salière. Mais sauf que donc, quand on a fait, et donc, quand vous achetez du sel de table, il a été travaillé. Je veux dire, il est process, là, comme on dit en anglais, donc il est bon. Et donc, elle dit non. Et enfin, voilà, donc, bref, donc elle m'a dit, bon, voilà, donc on a publié tout ça, mais c'est pareil, quand on a annoncé tout ça, on a eu des menaces. Moi, j'étais au Maroc à l'époque, je me souviens, et je reçois, on me dit, alors attention, parce que l'antiquaire est en train il va vendre pour 250 millions de dollars de manuscrits à des collectionneurs américains. Si vous dites que cet antiquaire-là vend des faux, le deal va tomber à l'eau, etc., etc. Et moi, à l'époque, j'étais au Maroc et je parlais avec un gars qui me dit ouais tu sais renseigne-toi parce qu'ici bon voilà un hitman comme on dit en français un tueur à gages c'est 10-15 000 dollars donc voilà ça coûtera donc bon bref donc là à ce moment-là on s'est dépêché moi j'ai parlé à la presse à Newsweek aux États-Unis en France dans des revues aussi Science et Avenir machin et pour dire il y a des faux bon même l'hebdomadaire La Vie, enfin bref, alors maintenant tout le monde le sait que c'est des faux, mais non, mais si vous me tuez, c'est trop tard. Bon, donc ça a marché parce que je suis toujours en vie. Bon, mais donc non, c'est pas difficile, c'est pas facile d'en parler. Et puis aussi, il y a tous les collègues qui se sont fait avoir, c'est-à-dire tous les collègues qui pendant 10-15 ans ont publié sur ces fragments, ces manuscrits, c'est formidable, alléluia, il y a des nouveaux manuscrits. Et on leur dit, bah oui, tu t'es fait arnaquer. Personne n'a envie d'être dans la position du gars qui s'est fait avoir. Bon. Donc ça a été difficile. Ça a pris des années. Maintenant, ça va mieux. Voilà. Maintenant, tout le monde a compris que c'est des faux. Il y a peut-être encore des personnes qui en doutent, mais je pense que la plupart des gens ont compris qu'il y avait beaucoup de faux. Après, pour certains, c'est moins évident. J'ai refait un article en 2019 avec un collègue norvégien, justement sur cette collection norvégienne, en disant sur les manuscrits il a entre 30 et 40 manuscrits de la mer Morte, lesquels sont authentiques, lesquels sont des faux. Et on a fait un tableau et on explique pourquoi. Ça, c'est authentique, ça, on pense que c'est authentique, ça, on pense que c'est faux. Et on en a un ou deux où on n'est pas sûr. Bon, voilà, et on dit, on ne sait pas. Voilà. Mais au moins, on le dit, on est honnête, on explique pourquoi, on peut se tromper, errare humanum est. Mais voilà, au moins, on en parle et il faut que ça se sache parce qu'effectivement, ça risque de. Enfin voilà, je vois beaucoup de gens, même il y a un manuscrit de Jérémie. Il y a un gars à un moment donné qui a fait une thèse de doctorat sur le livre de Jérémie.
Et donc, ah oui, il y a un manuscrit de Jérémie qui dit ça, et il met ça dans sa thèse de doctorat, et il pense que ça l'aide à mieux comprendre le livre de Jérémie. Alors, en fait, non, c'est un faux manuscrit. Bon, voilà. Donc c'est un peu gênant. Donc j'ai écrit un article sur le livre de Jérémie et les manuscrits du livre de Jérémie, où je dis, attention, la moitié des manuscrits, il y avait 10, à un moment donné, il y a 10 manuscrits du livre de Jérémie à Qumran, alors en fait, non, il n'y en a que 5. Mince, c'est un peu, voilà, c'est un peu, ça coupe un peu raide, mais c'est salutaire. Il vaut mieux le dire. Et voilà. Donc, si vous, à un moment donné, vous travaillez sur le livre de Jérémie, voilà, méfiez-vous. Bon, voilà. Alors, je me dépêche un peu parce que j'aimerais arriver à la fin de ma liste avant la fin de l'heure, là. J'arrive presque à la fin. Donc, je disais donc 38 manuscrits et non 40 qui sont impossibles à classifier parce que le texte est commun. Et puis, il y en a d'autres qui sont impossibles à classifier, mais pour une autre raison, parce qu'ils sont car trop fragmentaires. C'est-à-dire, vous avez des manuscrits où vous n'avez que quelques mots. Si vous avez un manuscrit où vous avez Kol Bnei Israël, tous les fils d'Israël, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Ça correspond à quel verset? Certains, on n'est même pas sûr que ce soit un manuscrit biblique. Vous voyez, on dit, ah, il y a Moïse, Moshe. Bon, alors ça doit être de la Torah. Vous voyez, vous avez un fragment, il y a marqué Moshe. Bon, vous voyez, donc ça, certains, voilà. Donc il y en a 16 qu'on présente quand même comme des manuscrits de l'un ou l'autre des livres du Pentateuque, mais à vrai dire, voilà, souvent il n'y a que quelques mots et on ne sait pas grand-chose. Bon. Donc, si vous faites le bilan, ça vous fait une centaine de manuscrits. Et quelle est la recension la mieux attestée? C'est le texte massorétique. Voilà, donc ça, on se dit, la recension qu'on connaît, qui est la mieux attestée, c'est le texte massorétique, avec une dizaine ou une douzaine qui sont plus ou moins proches du texte massorétique. Par rapport aux autres recensions, Pentateuque et Septante, qui sont bien moins attestées. Hein. Vous avez 2 manuscrits qui sont clairement à rapprocher, à mettre dans le clan Pentateuque samaritain, 2 dans le clan Septante. Donc vous voyez, il y a une disproportion entre les rouleaux qu'on peut mettre dans le clan texte massorétique et de l'autre Pentateuque samaritain et Septante. Mais au-delà de ça, ces statistiques, il faut les relativiser, puisque en fait, on a une vingtaine qui sont non alignés. Vous voyez, les fameux 21 non alignés, ceux-là, ils sont suffisamment bien conservés pour qu'on puisse s'assurer que ça n'est ni Pentateuque samaritain, ni Septante, ni texte massorétique. Donc en fait, vous avez plus de manuscrits dont on sait qu'ils ne correspondent pas aux 3 recensions connues que de manuscrits dont on sait qu'ils correspondent à une des 3 recensions connues. Oui. Est-ce qu'on sait s'il y a des versions qui sont en France? Alors, est-ce qu'on sait s'ils avaient. Est-ce qu'on a retrouvé, par exemple, un passage de la Genèse, par exemple, et qu'on peut classer comme non aligné, et un autre au même endroit qu'on peut classer comme de la Septante ou du texte massorétique? Est-ce qu'on sait que si en fait ils se retrouvaient même des fois avec plusieurs versions du même texte? Attendez, donc la question c'est est-ce qu'on peut trouver parfois un fragment qui serait aligné et l'autre pas, mais dans un même manuscrit, vous voulez dire? Ou dans 2 manuscrits différents? Est-ce qu'on peut dire que dans les Mernotes, ils avaient des rouleaux de la Genèse, par exemple, qui correspondaient à plutôt telle tradition et d'autres qui correspondaient à telle? Donc en fait, on avait par exemple, je sais pas, 15 rouleaux de la Genèse, mais en fait, les 15, il y en avait 3 qui étaient plutôt du texte massorétique, oui. Un qui était plutôt du oui. samaritain, un qui était plutôt de. Oui. Alors effectivement, donc ça, oui. Donc si c'est des manuscrits différents, oui, ça on a. On a des passages qui sont attestés par plusieurs manuscrits, le même passage, le même verset par plusieurs manuscrits, et des manuscrits qu'on peut tantôt dire celui-là c'est plutôt texte massorétique, celui-là c'est plutôt Septante, celui-là il est non aligné, etc. Donc oui, ça on a, ça on en a. La difficulté, c'est que parfois, je vous dis, des choses qui ont été comptabilisées comme 2 manuscrits différents, parce que c'est pas le même scribe. Vous allez avoir un manuscrit qui ne préserve que le début de la Genèse, un autre manuscrit qui n'a que la fin de la Genèse. Qu'est-ce qui me dit qu'en fait, c'était pas le même rouleau, avec le début écrit par un scribe et la fin écrite par un autre scribe, puisqu'il justement, il ne se chevauche pas. C'est tout ça, c'est qu'en fait, on a peu de chevauchement, on en a, hein, c'est-à-dire des fois, vous avez 2 manuscrits qui préservent le même passage, donc là, on sait que c'est 2 rouleaux différents, voilà. Mais il n'y en a pas tant que ça, et donc ça pose la question effectivement du nombre de rouleaux. Mais oui, donc on a des passages où on a le même verset attesté par plusieurs rouleaux,
notamment pour le Deutéronome. Pour la Genèse et le Deutéronome, on en a pas mal. Les autres livres, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. Mais pour la Genèse et le Deutéronome, ça c'est sûr, vous allez avoir des versets, vous allez le trouver 2, 3, 4 fois le même passage, attesté par plusieurs rouleaux différents. Et effectivement par des rouleaux qui vont correspondre à des recensions différentes. Voilà. Donc typiquement, vous en aurez un, on dit oui, non, celui-là, il est proto-massorétique, et celui-là, il est non aligné. Oui. Donc ça veut dire qu'à Qumran, on pouvait par exemple dire bon, on va ouvrir un rouleau du Deutéronome par exemple, et en fonction de celui qu'on déroulait, c'est pas la même traduction, pas forcément exactement le même texte, pas forcément la même traduction. Alors effectivement, votre remarque est de dire, alors donc si je suis à Qumran et que je dis tiens, je vais lire la Genèse, je prends au hasard un rouleau, je vais le dérouler, j'aurai pas le même texte. Et effectivement, ça c'est une vraie problématique qu'on a pour le Pentateuque, qu'on a pour Jérémie, qu'on a pour pratiquement tous les Isaïe aussi, enfin pour beaucoup de livres. D'ailleurs, voilà. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire pour Jérémie, c'est facile parce qu'il n'y a que 5 rouleaux finalement, c'est de regarder s'il y a une question de chronologie. C'est-à-dire, est-ce que ces rouleaux étaient utilisés en même temps, à la même époque, ou bien est-ce qu'ils étaient utilisés à des époques différentes? Et est-ce que Qumran, c'est effectivement un lieu où on allait utiliser vraiment les rouleaux, ou est-ce que c'était un lieu de stockage de rouleaux qu'on n'utilisait plus, justement? Voilà. Parce que ça pourrait, pour éviter d'être dans la situation que vous évoquez, c'est-à-dire effectivement, je prends un rouleau au hasard, j'ouvre, oui. Si c'était une pratique qui se faisait à l'époque, oui, on pouvait avoir ce problème-là que vous évoquez. Maintenant, voilà, la question c'est d'abord, c'est une question beaucoup plus large. Qui était là-bas? Est-ce que les gens qui étaient là-bas utilisaient les rouleaux? Voilà, parce que vous êtes dans une communauté religieuse, vous allez dans une synagogue donnée, on imagine qu'il y a un rouleau du Deutéronome, et puis voilà, il n'y en a pas 36, vous voyez, un rouleau d'Isaïe, et puis ils n'avaient pas 15 rouleaux d'Isaïe. Donc, est-ce que c'est des gens qui le faisaient exprès parce qu'ils voulaient justement documenter plusieurs recensions, mettre côte à côte, hein, on peut imaginer des chercheurs, des biblistes, voyez, de l'époque, des exégètes, qui disent, mais moi, je veux travailler sur la Genèse, mais j'ai justement, tiens, je mets 2 rouleaux à côté, je sais que le texte est différent, je vais comparer les deux. Ce travail de comparaison, on l'a déjà chez Origène, par exemple. Hein. Origène, il fait ce travail, donc il arrive plus tard, hein, le 3e siècle après Jésus-Christ, mais disons que il y a déjà on fait déjà le constat de dire, attendez, il y a plusieurs versions qui se baladent. Je vous disais aussi, quand on parlait de la version grecque, il y a déjà une recension de la Septante, de la version grecque, des 12 petits prophètes, parmi les rouleaux de la mer Morte. Donc on comprend qu'il y a déjà des gens qui savent que la version grecque est différente de la version hébraïque et qui corrigent la version grecque pour la rapprocher de ce qu'ils pensent être le... Donc il ne faut pas sous-estimer l'intelligence et la science des spécialistes de l'époque. Donc si à Qumran on a des spécialistes, entre guillemets, eux, ils peuvent avoir à disposition dans leur bibliothèque en disant je veux avoir un exemplaire de ceci, de cela. Et peut-être il ne le fait peut-être pas au hasard, mais à dessein. Tout ça, c'est de la spéculation. J'essaie de répondre au mieux à votre question, mais comme on n'a pas le mode d'emploi, voilà, c'est difficile. Hein. Il y a une organisation. La grotte 7 n'avait que des rouleaux grecs, par exemple. Donc voilà, on peut imaginer, j'aimerais bien savoir, donc je vais voir dans la grotte 7. Vous voyez, donc on peut imaginer tout un tas de choses, mais à chaque fois, ces arguments-là, ils trouvent leurs limites. On peut dire, ah oui, mais dans la grotte 4 aussi, il y avait des manuscrits grecs. Et, bon, voilà. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Oui, une dernière question, parce qu'après, ça va être l'heure. Justement, là, pour compléter ce que vous venez de dire à l'instant, peut-être, alors après, si tout ça c'est assez fragmentaire, vous avez montré les 12 quand je l'ai assez petit, peut-être qu'on peut essayer de voir si on peut trouver un thème qui ressort en grotte, peut-être qu'il n'y a pas de thème, peut-être qu'il y a un thème. Par exemple, telle grotte, c'était un lieu de stockage pour l'ancien manuscrit grec, d'autres, c'était pas dans l'ancien manuscrit grec, mais c'était sur un thème donné, par exemple la création. Oui, oui. Alors donc, effectivement, la proposition, c'est de faire un profil de chaque grotte et de faire un petit peu la carte d'identité à partir des rouleaux. Ça a été proposé, ça a été fait, il y a eu des études. Pour certaines, ça peut marcher, la grotte 2 éventuellement, etc. On y a réfléchi, mais ça marche pas pour toutes les grottes, et notamment la grotte 4, qui à elle seule contenait 600 manuscrits, et il y a de tout, de toutes les époques, de tous les genres, etc., etc. Bon, donc là encore, ça peut être intéressant pour certaines grottes, mais pas pour d'autres. Voilà, donc bon, puis ça dépasse vraiment le cadre du cours, il faut qu'on s'arrête. De toute façon, on se revoit cet après-midi et on va regarder dans le détail certains de ces rouleaux pour bien comprendre les recensions, de quoi on parle et notamment ces textes non alignés, etc. On va regarder ça dans le détail. Voilà, donc merci et si vous avez d'autres questions, on y répondra cet après-midi. Merci de votre attention, merci d'être venu, bonne fin de matinée, bon appétit et puis à tout à l'heure.